La proposition de loi sur l'encadrement des phytosanitaires en zone non agricole que nous examinons aujourd'hui est complémentaire du projet de loi d'avenir agricole dont nous avons débattu il y a maintenant quelques semaines. Elle touche au cœur de la problématique de l'usage des phytosanitaires et apporte des réponses pragmatiques, concrètes et consensuelles à ce problème souvent négligé de l'emploi des pesticides en zone non agricole. Je voudrais articuler mon propos en deux temps. Tout d'abord, rappeler le contexte et le contenu de cette proposition de loi avant d'en venir aux réponses à apporter à une série d'interrogations soulevées lors des débats devant la Commission du développement durable. La mobilisation des ressources de l'agrochimie a constitué l'un des principaux vecteurs de la diffusion du modèle d'agriculture productiviste et intensive. Les engrais chimiques ont permis d'augmenter considérablement les rendements à l'hectare et les produits phytosanitaires de lutter efficacement contre une gamme étendue de maladies et de parasites du végétal. Mais à quel prix? S'ils ont pu donner l'illusion d'une solution miracle pour leurs utilisateurs, il faut avoir conscience que ces produits sont d'abord et avant tout des produits chimiques actifs ayant un impact sur le vivant végétal et animal et sur les écosystèmes. Le monde agricole n'est pas le seul à avoir mobilisé massivement les ressources phytosanitaires depuis quelques dizaines d'années. Les jardiniers amateurs, que l'on estime à 45% des Français, et les agents d'entretien des espaces végétabilisés ont également eu recours. Quelques années seulement auront suffi à dissiper l'illusion du champ propre et des produits miracles. En 2013, la Direction générale de la santé a demandé à l'INSERM de dresser un état de connaissances scientifiques en matière de risques sanitaires associés à l'exposition professionnelle aux pesticides, d'une part, et en matière d'exposition précoce du fœtus et du jeune enfant, d'autre part. Son rapport est tout sauf rassurant. L'existence d'un lien entre exposition aux pesticides et diverses pathologies paraît avérée, qu'il s'agisse de la maladie de Parkinson, du cancer de la prostate ou de certains cancers affectant les cellules sanguines. Cette étude n'a suivi que de quelques mois la publication du rapport de la mission commune d'information du Sénat sur les pesticides et leur impact sur la santé, conduite par nos collègues Sophie Primas et Nicole Bonnefoy. Intitulé « Pesticides vers le risque zéro », il dressait un constat inquiétant de la situation actuelle en France. Les dangers et les risques des pesticides pour la santé sont aujourd'hui sous-évalués. Le suivi des produits après leur mise en marché n'est que très imparfaitement assuré au regard de leur impact sanitaire réel. Les protections individuelles contre les pesticides ne suffisent pas à protéger les utilisateurs contre les dangers de ces produits. Les pratiques industrielles, agricoles et commerciales n'intègrent pas suffisamment dans leur démarche la préoccupation de l'innocuité des produits phytosanitaires pour la santé. Les impacts sur l'environnement et la biodiversité ne sont pas moins préoccupants, comme la pollution de 90% des eaux de surface, la mortalité de colonies d'abeilles et d'autres insectes portant atteinte aux équilibres naturels de la faune, la disparition ou migration d'oiseaux, le déséquilibre de la flore naturelle, la prolifération de plantes résistantes. Cette proposition de loi, présentée par nos collègues sénateurs Joël Labbé et membres du groupe écologiste, se concentre sur la problématique sanitaire et environnementale de l'usage non agricole des pesticides. Elle propose d'y remédier efficacement. D'une part, interdire aux personnes publiques, dans certains espaces et sous certaines conditions, l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces. D'autre part, prohiber leur commercialisation et leur utilisation pour un usage non professionnel. L'article 1er introduit ainsi le principe selon lequel il est interdit aux personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des promenades, accessibles ou ouverts au public. Enfin, de laisser aux collectivités le temps de s'adapter et de s'organiser.
Cette disposition n'entre néanmoins en vigueur qu'au 1er janvier 2020. C'est le temps nécessaire pour associer les professionnels de jardin, mettre en place des plans de formation et de gestion différenciés des espaces. Une dérogation est prévue au bénéfice de certains produits peu impactants, comme les produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, les produits à faible risque au sens de la réglementation de l'Union européenne et les produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Pour l'entretien des voies ferrées, des pistes d'aéroports et des autoroutes, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques demeure possible. Par ailleurs, cette interdiction générale ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles. En d'autres termes, en cas d'urgence sanitaire, les personnes publiques pourront continuer de faire appel aux pesticides chimiques classiques jusqu'à ce que la menace soit enrayée. L'article 2 inscrit dans le Code rural l'interdiction de la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel et organise un dispositif de sanction en cas de non-respect de cette interdiction. L'article 3 prévoit le dépôt par le gouvernement et avant le 31 décembre 2014 d'un rapport examinant les freins juridiques et économiques empêchant la fabrication et la commercialisation des productions naturelles peu préoccupantes et biocontrôle. En effet, à ce jour, aucune PNPP n'a été acceptée par cette procédure qui semble inadaptée par son coût et sa lourdeur. Par l'article 4 est effective l'entrée en vigueur des articles 1er et 2e en 2020 et 2022 respectivement. Telles sont les principales dispositions de la proposition de loi que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui devant vous. Les débats devant la Commission du développement durable ont été denses et riches, et je voudrais répondre à certaines objections qui ont été avancées devant la Commission ou dans le cadre des auditions en préparation que j'ai organisées. Pour certains, ces mesures seraient techniquement impraticables en milieu urbain. Pour d'autres, les petites villes ou les communes rurales n'auraient pas les moyens de les appliquer. Alors, prenons une petite commune, fortement inscrite dans la ruralité profonde de notre pays, Paris. Paris, c'est 1200 jardiniers, c'est 3000 hectares d'espaces verts municipaux, c'est 6000 rosiers dans le seul jardin de Bagatelle. Confronté à l'impact négatif des produits phytosanitaires sur la santé de ses agents et sur celle des usagers, confronté également au coût croissant de ces produits eux-mêmes et au coût du traitement supplémentaire de l'eau qu'ils induisent, la ville a fait le choix courageux d'en diminuer drastiquement l'usage à compter de 2001. Et les chiffres sont éloquents. 48 kg de fongicides utilisés en 2012 contre 4,8 tonnes en 1991. 51 kg d'insecticides en 2012 contre 12,6 tonnes en 1991. 835 kg d'herbicides contre 116,6 tonnes en 1991. Aujourd'hui, les seuls espaces de la ville de Paris ouverts au public où des produits phytosanitaires sont encore utilisés ne sont plus que les cimetières en raison de la faible tolérance des citoyens aux herbes folles et qui sont précisément exclus de la présente proposition de loi, le jardin botanique et le centre de production horticole situé dans la commune de Rungis. Deuxième exemple, le département de la Dordogne, que vous citiez tout à l'heure, Monsieur le ministre, a adopté une charte zéro herbicide. Les dépenses sont alors passées de près de 50 000 € annuels pour des produits phytosanitaires chimiques en 2004 à 0 € en 2008. En 2014, près de 100 communes de Dordogne ont adhéré, dont la ville de Bergerac. Ce sont près de 170 agents qui ont été formés via une formation du Conseil général, en partenariat souvent avec le Conseil régional, le Centre national de fonction publique territoriale, les agences de l'eau et le FEDER.
La plupart ont diminué l'usage des herbicides de l'ordre de 70% en moyenne. Le passage en zéro phyto est donc techniquement possible tant en milieu rural qu'en milieu fortement urbanisé, avec des avantages indiscutables au plan environnemental et sanitaire et, in fine, un bilan économique positif. D'autres collègues se sont interrogés sur l'utilité d'une loi, rappelant que de nombreuses communes se sont déjà engagées dans cette démarche vertueuse au plan environnemental. Vous le rappeliez tout à l'heure, elles ont été citées fortement et témoignées lors de la commission développement durable. S'il est vrai que 40% des communes ont d'ores et déjà adopté le plan zéro phyto, cela signifie bien que 60% restent à convaincre, et c'est précisément ce que la présente proposition de loi entend faire. Les bonnes pratiques, les matériels, les techniques, les réseaux de formation et d'échange existent suffisamment pour assurer que la démarche est viable, qu'elle est praticable pourvu qu'on sache faire preuve d'un peu de pédagogie et que les résultats sont au rendez-vous. À l'inverse, et de tous bords politiques, j'ai entendu d'autres manifester leur souhait d'avancer plus vite, de couvrir plus d'espace et d'étendre cette loi au champ agricole. Je pense que l'on peut dire que l'on a atteint un point d'équilibre et que nos réflexions pourront se poursuivre. Mes chers collègues, cette proposition de loi a bénéficié d'un excellent accueil au Sénat, où elle a été adoptée dans des conditions proches du consensus. Le caractère pragmatique et aisément compréhensible du dispositif, les délais laissés à chacun des acteurs pour s'adapter au nouvel environnement juridique ainsi créé n'y sont sans doute pas étrangers. Je suis certaine que nos débats aujourd'hui permettront de répondre aux éventuelles interrogations ou questions qui pourraient subsister. Je pense notamment à l'utilisation des phytosanitaires en zone forestière. Ce texte trouve un point d'équilibre entre le souhaitable et le réalisable. Il s'inscrit dans une dynamique soutenue sur les bancs de cette Assemblée qu'avait lancé le Grenelle de l'environnement et le plan Écophyto en leur temps. J'espère donc que vous voterez, mes chers collègues, cette proposition de loi en l'état et qu'elle deviendra, dans quelques heures, partie intégrante de notre droit. Je vous remercie de votre attention.